Donc, j'appuie sur le... Oui. Ah. Non, non, mais vous pouvez... J'en ai deux, moi. Ah ben non, c'est la tienne. Moi aussi, Non, c'est parce que vous n'étiez pas là quand il y a eu la distribution, c'est pour ça. C'est... voilà, donc avant de vous présenter la mission, juste pour le compte-rendu, on va faire les présentations de nos invités. Allez-y. Oui. Donc si j'ai bien compris, c'est moi qui commence. Donc bonsoir à tous et à toutes. Donc Alain Gollon, secrétaire confédéral à la CNL, Confédération nationale du logement. Margot Aldebert, je suis salariée à la CNL et j'accompagne Alain Gollon. Jean-Yves Manot, président de la CLCV. Alain Misset, juriste à la fois. Ok, c'est bon. Les parlementaires, c'est nécessaire. Oui, Madame Lepère. Allez. Bonjour, Jacqueline Maquet, députée du Pas-de-Calais. Voilà, et nous, on va se présenter en même temps qu'on va faire la présentation de la mission. Donc, on va aller très vite dans la présentation de la mission. Donc, moi, Stéphane Peu, président de cette mission d'information, député de la Seine-Saint-Denis. Michael Cosson se présentera après. Donc, c'est une mission qui nous a été confiée par la présidence de l'Assemblée nationale. C'est une mission assez grand large sur les questions du logement, dont le titre qu'on a trouvé n'est pas le sujet le plus important. Le but étant d'avoir une mission qui va se donner du temps pour travailler, qui va rendre ses conclusions au premier trimestre 2024. L'idée étant la suivante, le gouvernement devrait présenter 3 lois sur le logement, une à la fin de l'année 2023 sur les copropriétés et le logement insalubre, une autre qui est une initiative parlementaire, une loi de régulation des meublés touristiques, qui devrait arriver premier semestre 2024. Et enfin, le gouvernement viendra devant l'Assemblée, ça a été annoncé par le ministre, confirmé par le président de la République, avec une loi loi cadre sur le logement, avec un gros volet décentralisation pour... Voilà. Et donc nous nous inscrivons dans cette perspective d'une loi cadre pour avoir une mission sur les questions du logement, la crise que nous traversons, crise immobilière, est-ce que c'est une crise immobilière et une crise sociale, enfin, tous ces sujets sont bien évidemment sur la table, crise de l'offre, le blocage des parcours de mobilité, qui est un sujet qui nous préoccupe beaucoup également, et puis tous les sujets liés à la fiscalité du logement, la diversité de l'offre, enfin, la politique du logement d'une manière générale. Donc, on vous a envoyé un questionnaire. Alors, je vous rassure tout de suite, parce que des fois, nos interlocuteurs s'inquiètent. On a fait un questionnaire qui se veut un questionnaire qui balaye un peu toute une série de questions, étant convenu que chacun répond en fonction de ses compétences. Donc hier, on voyait la Fédération du bâtiment, elle a répondu aux questions qui la concernaient directement. Avant vous, on avait l'Union sociale de l'habitat, ils ont répondu sur ce qui les concernait. Et pareil, pour enfin, ce sera le cas pour tous nos interlocuteurs. Il n'y a pas d'obligation à répondre aujourd'hui oralement ou demain par écrit à toutes ces questions, mais simplement celles qui vous semblent... qui vous parlent le plus et qui sont le plus dans vos champs de compétences et de responsabilités. Michael.
Oui, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Michael Cosson, effectivement député des Côtes-d'Armor, donc Saint-Brieuc précisément. Auparavant, j'ai pu être maire depuis 2014 d'une commune de 4500 habitants, loi SRU et tout ça, donc qui a déjà travaillé sur ce sujet. Et j'ai également exercé au sein de la DDTM, enseignement DDE, sur ces thématiques logement, aménagement, planification. Permet d'avoir un petit peu un regard large. Et effectivement, comme l'a pu le dire Stéphane, l'idée c'est de pouvoir en quelque sorte disposer, le constat on le connaît tous, il y a beaucoup de raisons qui sont venues s'ajouter et qui font qu'aujourd'hui on arrive à une saturation, en tout cas un blocage. Et dans chaque étape de sa vie, qu'on soit étudiant, on a un problème face au logement, qu'on soit actif, on a un problème face à son logement, qu'on soit senior, on a un problème face à son logement, pour trouver un logement. Et donc, c'est de pouvoir justement, ces différents blocages, trouver des outils qui permettront d'assurer un parcours résidentiel durable, adapté aux besoins des territoires qui ne sont pas les mêmes partout, et donc réfléchir aussi à comment faire en sorte qu'on puisse développer une offre de logement en adéquation avec les besoins qui peuvent être différents d'un territoire à un autre, mais aussi différents selon l'étape de sa vie. Donc voilà, donc c'est une réflexion pour justement trouver les outils. On sait qu'il y a des outils fiscaux, on sait qu'il y a des problèmes de TVA, il y a des problèmes d'inflation, mais il y a également un problème parfois d'inadéquation entre l'offre et la demande. Donc voilà un petit peu ce pourquoi vous avez un questionnaire. Puis effectivement, il est large, le plus large possible, parce que pourquoi ? C'est aussi l'occasion parfois d'avoir un regard sur ce qui se passe à côté de chez soi. Et c'est peut-être aussi aujourd'hui le résultat d'un travail en silo et de ne pas avoir cette vision plus large sur comment faire pour résoudre les problèmes de logement qu'on peut connaître aujourd'hui. Très bien. Alors, ce que je vous propose, c'est que chacun d'entre vous, enfin chaque organisation, fasse un propos un peu liminaire sur la base du questionnaire, à partir de ce que... et puis ensuite, on fera un jeu de questions-réponses si c'est nécessaire. Ça te va, Jacqueline ? Oui. Très bien. Bon, enfin écoutez, le pilotage des politiques du logement, y a-t-il une politique du logement depuis 2017 ? La question se pose, puisqu'à l'époque, on nous a répondu que le choc de l'offre devait régler le problème, et aujourd'hui, on nous répond que le marché va régler le problème. On n'a pas vu le choc de l'offre, bien au contraire. Et aujourd'hui, le marché est en panne et donc ne pourra absolument pas réguler. Et donc, la chute de la construction est massive, que ce soit le secteur social ou le secteur privé. Et voilà. Donc, vu l'immensité des besoins, la politique de logement doit être revue. Et en même temps, c'est historique que le Trésor et Bercy, qui commandent, qu'on le veuille ou non, la politique du logement depuis des années. Il se trouve que j'ai rencontré le directeur du Trésor il y a 2 mois et demi, et je lui ai posé la question, vu la crise, qu'envisagez-vous ? Eh bien, le discours a été permanent, ça veut dire ça coûte un fric monstre, c'est pas efficace, et le marché va régler le problème. Bon, devant... je dirais, le fait que ces gens-là, qui dirigent le pays de toute façon par Bercy, soient absolument... ne pas regarder la réalité en face depuis des années est assez choquant. Et j'ai compris d'ailleurs pourquoi notre président de la République, qui suit le Trésor, dans ses analyses, etc., a une position de ce type. Bon, tout ça est problématique, et on voit bien que, j'ai parcouru le questionnaire, bien évidemment, ce n'est pas un problème de territorialisation de la décision.
C'est un problème de moyens financiers et de stratégie, de savoir si oui ou non, dans ce pays, on a une politique pour répondre à la demande financièrement acceptable par les Français. Et donc, tous les moyens financiers qui ont disparu, enfin, il n'y a plus de façon significative d'aide à la pierre, etc., qui faisait que c'était un élément déclenchant. Deuxièmement, au-delà de l'État, il y a une volonté politique locale ou pas de construire du logement. Et malheureusement, quelles que soient les tendances politiques des maires et des communautés d'agglomération, etc., on voit bien que par rapport à la réaction des habitants en place, le fait de rejeter potentiellement et possiblement la nouvelle construction pose un problème, et que l'attitude la plus classique, c'est de dire j'écoute mes électeurs et je ne fais rien. En même temps, ça ne peut pas durer, puisque les mêmes élus sont sollicités en permanence, y compris par leurs propres habitants, de la demande de logement. Donc peut-être qu'un jour, ils décideront de regarder la réalité en face. En même temps, il y a des lois qui sont potentiellement restrictives pour la construction de logements. Je parle de l'artificialisation des sols, et donc tout ce qui fait que, à la fois, les villes ne veulent plus construire, mais on ne peut pas, au-delà d'un certain périmètre, construire sur les terres vierges, ce qui fait que nous en sommes aujourd'hui totalement bloqués, à part de reconstruire la densité, qui est mal acceptée, et reconstruire la ville sur la ville. C'est un problème de disponibilité du foncier ou de choix politiques qui sont absolument importants et cruciaux dans la dynamique ou pas de relancer la construction. Petite parenthèse, les promoteurs ont su trouver toujours des terrains dans les zones denses, et la volonté politique d'un maire ou pas de faire du logement social accessible financièrement est liée à des règles du PLU qu'il applique ou qu'il n'applique pas, ou qu'il a le courage d'appliquer. Je parle de 25, des 30% de réservation dans les opérations privées, etc., qui fait que potentiellement on construit du logement forcément cher, mais en même temps du logement social accessible. Donc voilà le bilan général. Après, je veux bien passer en revue toutes les questions, etc. Je vais laisser la place, les interventions initiales de l'ensemble de mes collègues, et bien évidemment, et après on rentrera dans les détails. Très bien. Pardon ? Ça marche. Alors, on va effectivement faire aussi un petit propos préliminaire sur la politique du logement, pour reprendre ce qu'a dit au tout début Jean-Yves. Est-ce qu'il y a une politique du logement depuis 2017 ? Nous, on considère, oui, qu'il y a une politique du logement, mais pas celle en faveur des locataires, pas celle en faveur du logement. Depuis le début, alors ça a été un peu la surprise, puisque dans le programme du candidat Macron à l'époque, en 2017, il n'y avait pas grand-chose sur le logement, ou en tout cas c'était des idées un peu subliminales, et donc nous ne savions pas trop dans quel sens danser sur ce qui allait être fait durant le premier quinquennat et le second quinquennat, mais on a été vite effectivement mis au parfum, puisque une des premières décisions, je rappelle que ça a été le rabotage des APL de 5 €, ce qui a montré dès le départ la volonté claire et nette de faire des coupes budgétaires, donc de faire des économies sur le dos du logement, sur le dos des locataires, et toute la politique du logement
est au diapason de cette première décision, puisqu'on l'a vu depuis le début avec il y a la loi Elan, on en reviendra probablement sur la fusion des bailleurs, qui participent de la reconcentration du logement aux mains de quelques grands bailleurs, ce qui d'ailleurs, et j'anticipe un peu sur l'idée de cette décentralisation, qui va à l'encontre d'ailleurs de cette décentralisation qui est voulue par le gouvernement et dont le ministre nous a un peu donné les grandes lignes pendant le congrès USH. C'est-à-dire qu'on souhaite décentraliser la politique du logement. On ne sait pas trop encore au niveau des EPCI, des EPT, des départements, des régions. Et à contrario, on concentre de plus en plus le logement entre les mains de quelques grands bailleurs et quelques grands décisionnaires comme CDC Habitat ou Action Logement. Donc il y a toute une politique du logement qui n'est pas en faveur du logement social, mais au contraire. Et là, j'anticipe, mais là, le Casbarian est assez symptomatique de ça, parce qu'au-delà du fait de faciliter les expulsions alors non seulement des squatteurs, mais aussi des locataires qui seraient en dette de loyer et qui auraient une résiliation de bail, participe, et d'ailleurs Guillaume Casbarian l'avait bien dit dans ses propos, et il nous l'a répété assez à foison, qu'il y avait une réaffirmation du droit de propriété, mais du droit de propriété privé, au détriment du droit au logement. Ce qui posait le problème, effectivement, de savoir où nous allions. Et la décision assez récente de faire que la CDC Habitat, je crois, c'est CDC Habitat, de demander à CDC Habitat de racheter des logements que les promoteurs privés n'arrivent pas effectivement à mettre sur le marché à cause de cette crise du logement ou de cette bombe à retardement dont nous parlons médiatiquement depuis quelques semaines, depuis quelques mois, participe aussi de cette idée oui, il y a une politique du logement, mais c'est une politique du logement qui favorise le parc privé, qui favorise les promoteurs privés au détriment des bailleurs sociaux et notamment des offices publics qui sont quand même, pour le coup, dans la décentralisation, peut-être certainement des opérateurs les plus pertinents sur un territoire ou sur un EPCI et sur cette décentralisation qui évolue. Donc oui, nous considérons qu'il y a une politique du logement qui va très loin, au contraire de ce que devrait être fait par rapport au logement social, par rapport à la construction, par rapport à la rénovation, par rapport effectivement au logement vacant ou même à l'hébergement. Je pense qu'on y reviendra. Et d'ailleurs, je crois, pour les grandes lignes que j'ai pu voir, que ce soit le rapport Courson de juillet ou même les différents rapports de la Cour des comptes, qui montrent bien qu'on a un changement presque de paradigme et de considérer que la construction n'est plus une priorité dans l'idée de la politique du logement, mais que nous allons mettre un peu, parler vulgairement, le paquet sur tout ce qui est la transition écologique, donc sur la rénovation énergétique, que ce soit des logements privés ou des logements sociaux, mais au détriment de la construction. Et en tout cas, c'est ce qui ressortait de ces différents rapports. Et on sait que c'est quand même des rapports qui sont en tout cas lus, je dirais pas entendu et écouté, mais en tout cas lu attentivement. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais je trouve symptomatique qu'au congrès USH, on nous dise que effectivement, on va continuer à construire du logement social, mais qu'on ne quantifie plus le nombre de logements qui vont être construits. C'est-à-dire à force de dire qu'effectivement, il faut construire un tel nombre de logements et que ce nombre n'est pas réalisé, et ben, au congrès USH, on décide, on ne va plus quantifier. On va dire on construit, mais on ne dit plus le nombre de logements. Ce qui pose un problème, parce qu'il n'y a plus même de minimum à construire dans ce pays, alors que je rappelle qu'il y a quand même quelques millions de mal logés, quelques millions de demandeurs de logements sociaux, mais on oublie souvent, d'ailleurs, dans les chiffres, pour les prochaines années, ceux aussi qui vont décohabiter. Vous le voyez pour ceux qui sont maires, pour ceux qui ont effectivement des mandats locaux. C'est-à-dire que les étudiants, les jeunes qui vont rentrer dans la société et qui vont décohabiter de leur famille, les familles, parce que la société change et qu'on a de plus en plus de familles qui décohabitent avec des familles monoparentales ou des familles recomposées, ce qui fait que ces gens-là, eux, ne sont pas comptabilisés dans la possibilité de construire du logement social. Et je pense qu'effectivement, on est sur je crois, une moyenne de revendications suivant les associations, dont nous, 250 000 logements sociaux par an à construire. Mais nous-mêmes, nous pensons que nous sommes très en deçà de ce qui devrait être fait.
par rapport à la réalité de la société de maintenant. Donc effectivement, la politique du logement, pour nous, est mauvaise depuis 2017, mais bien avant. Hein. Je veux pas, pour le coup, je vais relativiser, j'incrimine pas le dernier gouvernement en date, hein, ça date de 50 ans, depuis au moins la loi Barre, donc je mets tout le monde dans le paquet, hein, quelle que soit l'orientation politique du président des présidents qui sont succédés, bien entendu, mais il y a la politique du logement, et effectivement, va au contraire de ce que nous devrions faire jusqu'à maintenant. Et de fait, la décentralisation qui est voulue, pour répondre par rapport à la première question, en tout cas pour interroger la première question, la loi Elan a été au contraire de ça, les possibilités vont au contraire de ça. Décentraliser des compétences, qui est déjà un peu le cas, hein, puisque je rappelle que notamment les métropoles, le Grand Paris, on essaye effectivement de lui donner des compétences en son domaine-là. Il y a des compétences qui peuvent être données. Mais quels vont être les moyens si on décentralise ? C'est-à-dire que si l'État déjà ne donne plus, et Jean-Yves l'a dit très justement, l'aide à la pierre n'existe plus, de facto. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun moyen donné par le gouvernement pour construire du logement social, puisque c'est Action Logement on passe par Action Logement ou par les loyers des locataires pour financer ça. Quels vont être les moyens humains et financiers qui seraient donnés dans le cadre d'une décentralisation des compétences sur la politique de logement. Et effectivement, pour rejoindre Jean-Yves, après se pose la question j'oserais dire, de toutes les problématiques qu'on va rencontrer au niveau des territoires ou des EPCI ou même des maires, avec notamment la réattribution des attributions de logement et toutes les conséquences qui peuvent s'entraîner derrière. C'est une question qui se pose sur le terrain, en tout cas, même si elle n'est pas prioritaire et essentielle, mais en tout cas, c'est une question qui se pose sur le terrain. Voilà pour les prémices du débat. Le privilège de passer après, c'est toujours le fait que la plupart des camarades ont brossé, en grosso modo, les éléments que nous partageons tous. Donc je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, que je partage bien évidemment. 2-3 points que je voulais souligner. Et là, dans ta fin de propos, tu l'as soulevé. C'est vrai que la difficulté de l'appréciation de la lisibilité, en tout cas, de la politique de logement ne date pas d'il y a quelques années. C'est bien quelque chose qui date de beaucoup plus loin que ça. Mais en fait, la question qu'on se pose à chaque fois, et je lui posais tout à l'heure la question en le taquinant, en disant, une fois de plus, on va échanger, on va discuter. Il y a eu des débats, des rapports, des communiqués, des études. Plein de choses ont été faites, mais c'est bizarre, on est toujours au même point, toujours les mêmes problèmes. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de volonté collectivement pour que ça change, ou alors est-ce que, en fait, on alimente la chose pour maintenir cette situation ? Je n'ai pas la réponse, je me pose juste des questions. Et je taquine en disant, bon, écoute, cette fois-ci, sucre et espoir au fond de nous, on va révolutionner les choses, ça va changer. Je le dis, bien sûr, au fond de moi, j'y crois un petit peu, mais à ma modeste place et le modeste parcours qui est mien, j'ai vu à chaque fois des moments où on s'est dit, non pas qu'on va renverser la table, mais en tout cas, on va essayer de bouger les choses. Et je crois, de par certains parmi vous que j'ai déjà rencontrés, que vous portez cette question et que vous allez tout faire pour que les choses puissent bouger. C'est cet espoir sur lequel on peut s'accrocher. Parce que sinon, tout a déjà été dit, tout a déjà été écrit, tout a déjà été... il y a eu des audits, des études, enfin, plein de choses ont été faites. La question, elle est, quelle est la volonté politique pour faire, pour transformer, pour que les choses se fassent. Mes collègues tout à l'heure, vous pointez des incohérences. On a tous été au congrès HLM, on a entendu à chaque fois nous dire il est important de rapprocher les choses au plus près de là où les difficultés se posent. Qui peut être contre ça ? Qui peut être contre ça ? On partage, on comprend cela, pour que les choses se passent et que les décisions se prennent là. Mais là aussi, il faut mettre un bémol. Est-ce que si on libère les choses dans ce sens-là, il y aura des abus, comme partout ? Est-ce qu'on va mettre des garde-fous ? Je n'en sais rien. Donc, les déclarations, les discours, c'est souvent bien, mais concrètement, qu'est-ce qu'on y met derrière ? Nous vivons, spécifiquement dans le monde HLM, des difficultés qui sont exactement en contradiction avec ce qui est proposé. Vous avez un bailleur comme CDC, Habitat ou Habitat Social,
c'est c'est des choses énormes qui touchent toute la France. Vous n'avez que 3 représentants de locataires au conseil d'administration. Ça ne tient pas. C'est pas cohérent. Alors qu'on est en train de nous dire il faut ramener les choses là où les problèmes se posent. La même logique, donc c'est la loi Elan qui amène tout ça. On vous dit, là où vous rencontrez des difficultés en tant que locataire, la décision se passe, mais très très loin. Parce que là où le centre de décision se passe maintenant, ça remonte très haut. Donc les problèmes qu'on vit au quotidien sont perdus, sont dilués, et forcément, qu'est-ce que ça fait? Ça crée des situations de tension, de frustration. Et quand on rajoute à ça certains discours de certains élus, qui sont des discours spécieux et qui peuvent m'amener à des sentiments chrysogènes, c'est un problème. Tout ça, ce sont des choses sur lesquelles, à un moment donné, on se dit, on y va, on croit, on ne croit pas, on s'accroche, est-ce que cette fois-ci, ça va bouger? Donc, vous voyez, je ne vais pas m'étaler plus longuement, mais c'est plein de choses comme ça qui font que, à un moment donné, on se demande, est-ce que cette fois-ci, ça va le faire? Voilà. C'est une très bonne question. Mais comme disait Gramsci, il y a le pessimisme de la raison et la volonté de l'action. Donc nous sommes dans la volonté de l'action. Non, le but, j'entends, on va essayer de rentrer un peu dans le vif du sujet parce qu'on reçoit ici des associations de locataires ou de consommateurs. Et donc, ce qui est intéressant, le but, nous, c'est de produire un travail qui fasse un état des lieux le plus objectif possible de la part de l'ensemble des parties prenantes du logement, des constructeurs aux locataires, en passant par toute la chaîne, et d'essayer de formuler des propositions. Notre but, c'est de formuler des propositions pour que les choses aillent mieux. Bon. Puis on verra. On est dans un processus démocratique avec toutes les vicissitudes que ça comporte. Bon. Donc, moi, ce qui me... Peut-être, première question, peut-être que tu en as une derrière, pour essayer de rentrer dans le vif du sujet, d'abord, il faudrait essayer de mesurer à la place, enfin, que vous nous éclairiez, je pense que vous êtes bien placé pour cela, comment déjà les choses ont évolué du point de vue de la part du logement dans le budget des ménages, de la relation qu'il y a entre la crise du pouvoir d'achat, le logement. Le logement, c'est pas seulement un loyer, c'est aussi des charges locatives avec notamment un volet énergie qui est considérable. Enfin bon, bref. Donc il y a quand même l'évolution du logement comme coût social. Ça, c'est le premier sujet. Le second, c'est d'avoir aussi votre éclairage sur un des aspects de la crise du logement. C'est pas le seul, mais un des aspects qui est la panne de la mobilité résidentielle, qui est un sujet aussi important et qui pèse considérablement dans les faits de pénurie que l'on connaît. Au moins sur ces deux sujets, budget des ménages, inflation, mobilité, je pense que ce serait intéressant d'avoir votre point de vue de praticien du côté des locataires. Tu veux compléter ? Oui, effectivement, on n'est pas là pour vous rassurer, on est là justement pour que vous soyez force de proposition et peut-être acteur des propositions. Et c'est vrai que le logement, comme vous le dites, il n'est pas en difficulté depuis le 2017 et c'est pas l'abbé Pierre qui vous contredirait. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on est face à un problème de production de logement, mais aussi face à un problème parfois entre ce qui est proposé et ce qui est attendu. Et le problème du logement qu'on connaît aujourd'hui est dû à une accumulation de non-réponses. Et quelque part, lorsque nous avons des ménages qui ne peuvent pas quitter leur logement parce que pas en capacité de pouvoir trouver un autre, soit parce que du coup il n'y a pas l'offre en face, soit parce qu'il n'a pas l'accession
à un emprunt pour devenir propriétaire, ou tout simplement que les logements qui peuvent être proposés sont trop éloignés soit de son travail, soit tout simplement des commodités lorsqu'on devient senior. Donc moi, ma question, c'est justement quelles sont pour vous les solutions, puisque on est là pour être meilleur. Donc j'ai compris qu'on était mauvais, donc je pense que vous pouvez nous aider à être meilleurs. En tous les cas, de toutes les politiques qui ont pu avoir lieu dans le passé. Donc, puisqu'on est là pour être meilleur, qu'est-ce que, pour vous, les solutions qui peuvent être apportées pour justement lever ces blocages d'accès à un logement digne, d'avoir une politique de réhabilitation sur le logement existant, mais surtout une production de logements qui allait répondre aux besoins. Et j'ai entendu votre frustration et je suis sûr que vous avez plein de solutions. Et le poids du logement dans le budget des ménages. D'abord, dans le calcul de l'inflation mensuelle, le logement, c'est 7%. Sur la réalité du poids du logement, c'est de 25 à 40% dans le budget des ménages que représente le poids du logement et des charges associées, et parfois plus. Bon, il y a le secteur social et le secteur privé, et c'est parfois plus le secteur privé, supporté par les locataires du secteur privé. Face à cela, pourquoi on en est là? C'est que l'APL historique n'est plus du tout à la hauteur d'équilibre budgétaire pour les familles. Donc, aujourd'hui, 34% des gens aujourd'hui sont en situation de privation et 14% des gens sautent un repas par jour. Bon, c'est la réalité aujourd'hui vécue. Bon, si l'APL, forfait charge, chèque énergie, qui pourrait éventuellement soulager les finances des familles, on est mal parti, puisque a priori rien n'est prévu dans le budget 2024 sur l'évolution du forfait charge, sur l'APL, à part 3,5, et puis rien sur le chèque énergie. Je rappelle simplement un chiffre: pour toucher le chèque énergie, il faut être au-dessous du seuil de pauvreté. Et que quelqu'un qui gagne 900 € par mois a généreusement un chèque énergie de 48 € par an. C'est ça le chèque énergie aujourd'hui. Donc on voit bien que ça ne correspond pas au poids des dépenses essentielles, contraintes pour les familles, et que j'imagine que compte tenu du risque d'explosion sociale, le gouvernement sera obligé dans l'année à sortir un chèque énergie de 1 000 € ou 2 000 €. Je rappelle simplement des choses. Le gouvernement, fin 2022, je n'ai plus les dates, a attribué un chèque énergie de 1 000 € ou 2 000 € à 13 millions de ménages. De ménages. Ça veut dire 36 millions de Français. Ça veut dire que le gouvernement a envisagé, a considéré que 60% de la population française avait besoin d'une aide sociale. C'est ça la réalité. Et on part de ça et on arrive à zéro, 48 €, quoi. Donc, bien évidemment, il y a un problème. Il y a un problème explosif et c'est un choix. Nous surveillons de près les impayés de loyer. Pour le moment, ça tient encore, mais ça veut dire que c'est au détriment d'autres choses. C'est de la qualité de l'alimentation, etc., etc. Les loisirs, n'en parlons pas. Enfin, voilà, on en est là. Et le sentiment d'une couche moyenne qui subit à ce point ce déclassement social est assez explosif socialement. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à l'inflation. Peut-être sur, enfin, allez-y, je sais pas.
Sur la mobilité, il y a pourquoi la mobilité est bloquée? D'abord d'une région à l'autre, mais et même quand on est en locataire ou qu'on a 2 pièces propriétaires pour partir en 3 pièces, en 4 pièces, il y a quand même une réalité économique qui est absolument surréaliste, c'est que les taux d'intérêt bas et l'allongement de la durée des prêts a entraîné une augmentation du prix de l'immobilier complètement décorrélée avec l'évolution des revenus des gens. La France était presque une exception par rapport à ça. On est rejoint par l'Allemagne, etc. Mais enfin, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible de devenir propriétaire et de faire ce parcours résidentiel qui libère du logement social et locatif de façon un peu classique. Et on n'a pas besoin de construire 500 ou 600 000 logements par an si un parcours résidentiel peut exister. Et aujourd'hui, le niveau des prix bloque tout. Alors, c'est un phénomène, mais alors après, la mobilité générale d'une région à l'autre, etc., on sait bien que ce n'est pas un boulot qu'il faut trouver, c'est deux, et potentiellement des difficultés de logement sur l'ensemble du territoire. Sur les zones attractives, les métropoles en France ou la façade atlantique sont aujourd'hui en difficulté de possibilité de logement. Même Rennes, aujourd'hui, qui était l'exemple absolu, où en 3 mois on avait un logement, maintenant on en est à 2 ans. Bon, je ne parle pas de la région parisienne et de Paris, ça c'est un autre problème. Mais bon, voilà, donc prendre... et j'ai vu une question sur les entreprises ont du mal à recruter. Ben oui, parce qu'il n'y a pas de logement. Il n'y a pas de logement. Et quand vous déménagez d'une région à l'autre, avec tous les problèmes que ça pose, et en plus, aujourd'hui, en période de récession économique ou de baisse du prix de votre propriété propre, si vous partez, vous vendez votre patrimoine, mais potentiellement en fonction du nombre d'années d'emprunt, etc., qui vous reste, c'est pas le moment de le faire. Enfin, j'imagine. Donc tout ceci est un système bloqué, bien évidemment. Et bon, ça fait des années qu'on en parle. Hein. On connaît l'attachement familial au patrimoine, aux relations sociales, qui fait que ça bloque, y compris peut-être sur une couche de population jeune, mais qui où ils vivent dans des métropoles, ils ont l'habitude d'une certaine activité, etc. Et si vous vivez dans des régions beaucoup plus éloignées, le geste de partir quelque part, couper de ces relations sociales, etc., et familiales, est aussi un problème. Enfin bon, ça, les sociologues vous expliqueraient ça mieux que moi, bien évidemment, mais c'est la réalité, quoi. Enfin, voilà. Alors effectivement, deux questions très importantes. Comment je vais aborder ça? Pardon. Deux questions importantes, bien entendu. On va commencer par la mobilité, mais c'est une considération générale. C'est-à-dire que comment doit-on considérer le logement social? Est-ce que nous devons considérer le logement social comme simplement une étape dans un parcours résidentiel dont la finalité serait de devenir propriétaire? Donc dans la logique que tous les Français deviennent propriétaires à un moment donné de leur vie, ou nous considérons que le logement social, on peut y naître, y vivre et y mourir selon son choix, et pas selon effectivement une nécessité quelconque. Nous, à la CNL, on est pour effectivement le logement social, on peut y naître, y vivre et y mourir. Donc il n'y a aucune obligation de parcours résidentiel, en tout cas dans la finalité de devenir propriétaire. Ça, c'est la première chose. Mais ça nécessite effectivement qu'il y ait suffisamment de logement social, parce que ça nécessite quand même un parcours au sein du parcours du logement social. On peut entendre qu'effectivement, le couple qui a eu des enfants, les enfants partent,
une des deux personnes devient veuve ou veuf pour X raisons, une personne qui se retrouve dans un 4 pièces ou un 5 pièces, on peut comprendre que là, il y a une nécessité d'un parcours résidentiel. Ce qui implique effectivement l'aspect psychologique dont parle Jean-Yves. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces personnes-là, il y a aussi l'aspect psychologique de quitter un logement dans lequel ils ont vécu une très grande partie de leur vie et sur lequel ils ont un attachement pratiquement viscéral parfois, en tout cas nous on le vit, et qu'il est parfois difficile effectivement de leur faire comprendre que qu'un logement plus petit, ça devient quelque chose de logique au vu de la composition familiale, bien entendu. Donc devenir propriétaire, en tout cas pour la CNL, ce n'est pas une nécessité. On peut naître, vivre et mourir dans son logement, mais ce qui nécessite de concevoir le logement social, non pas que pour les plus pauvres, comme c'est fait actuellement, la politique amène à considérer le logement d'abord pour les plus pauvres et seulement pour les plus pauvres. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il existe le surloyer et que il y a l'idée que le surloyer serait encore plus développé. Nous sommes littéralement contre. C'est empêcher à minima la diversité sociale dans les résidences, dans les cités et dans les quartiers. Et au maxima, une mixité sociale qui est nécessaire effectivement au bien-être de la société, tout simplement, et qui, on l'a vu avec les émeutes de juillet, mais c'est un paroxysme, c'est pas le fait que les quartiers certains quartiers sont parfois abandonnés. C'est pour ça que je distingue bien diversité sociale de mixité, c'est-à-dire qu'on a une diversité sociale dans nos quartiers, il y a des mélanges. Il y a un mélange de culture, il y a un mélange entre riches et pauvres, etc., si je peux la résumer comme ça. Est-ce qu'il y a une mixité? Est-ce qu'il y a une sorte de mélange culturel et social? C'est une question qui mérite d'être posée. Et parce que mixité sociale, on n'a pas forcément la même notion tous et toutes de ça, et je pense qu'on n'a pas encore fini le débat sur qu'est-ce que la mixité sociale et qu'est-ce qu'on devrait faire par rapport à ça. Et le logement ne peut pas être décorrélé, puisqu'on parle de logement, mais Jean-Yves en a fait un peu allusion, mais je veux revenir dessus, sur l'idée que le logement ne peut pas être décorrélé et de l'entreprise, et donc du travail, et du transport. Nous sommes en zone tendue ici, bien entendu, tout le monde le sait, même très, très tendue pour certains départements. Il est évident que si vous allez... alors je ne vais pas prendre la Creuse, parce qu'on prend toujours la Creuse, à un moment donné, ils vont se trouver discriminés, mais prenons d'autres départements, la Saône-et-Loire, la Nièvre, etc., où là, on détruit même du logement social, ou en tout cas, il y a du logement social vide. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de travail, parce qu'il n'y a pas de transport. On pourra faire du parcours résidentiel, quel qu'il soit, logement social ou même logement social vers la propriété, à partir du moment où on aura des possibilités de pouvoir travailler et la capacité de pouvoir se transporter sans avoir la nécessité de prendre la voiture et de dépenser des maintes financiers pour le carburant. Donc on ne pourra jamais décorréler les deux, et je pense que c'est important. Et pour répondre à la question tout de suite par rapport à l'inflation et le budget, j'oserais dire, et je continue mon propos, tant qu'on n'augmentera pas les salaires, les prestations sociales et tout ce qui s'ensuit, il est bien évident que les gens resteront toujours complètement dépendants d'une inflation galopante qui n'est pas près de se finir. Hein. Malgré les quelques perspectives qu'on a, on va encore vivre de manière assez drastique et assez problématique pendant quelques mois, voire quelques années. Même les APL. Quand vous voyez que nous avons vécu une augmentation de loyer de 3,6% en 2023, que nous allons en vivre encore une, parce que là c'est dans les CA, hein, c'est actuellement voté dans les CA, et tous les bailleurs ne se gênent pas effectivement de voter encore 3,5%, c'est-à-dire qu'en moins de 2 ans, ça fera 7% de plus d'augmentation de loyer. Les charges qui ont effectivement augmenté de 20%, nous on a eu du 200-300% de charges par rapport à cause notamment des énergies. Vous avez une quittance qui a littéralement explosé, alors que les revenus des ménages, des familles, elles n'ont très très peu été revalorisées, et les APL sont très loin de compenser ces augmentations et de loyer et de l'inflation. Donc de toute façon, effectivement, les ménages dépensent encore plus que ce qu'ils dépensaient auparavant. Et on nous promet bien entendu encore des augmentations d'énergie pour l'année prochaine, alors que les APL, on ne nous a pas encore promis
une revalorisation assez conséquente. Donc il faudrait revaloriser d'ailleurs les APL de manière conséquente, au moins à minima au niveau de l'inflation, bien entendu. Il est bien évident qu'il faut aussi revaloriser le forfait charge. Ça va de soi qu'il n'a pas été modifié depuis bien des années et des années et qu'il ne correspond plus du tout à la réalité du terrain que nous vivons au quotidien. Ça va de soi. On parlait du parc privé. Alors là, c'est presque une question plus qu'une revendication, mais on parle des rénovations dans le parc privé et notamment des propriétaires qui bénéficient des financements de l'ANA. Je rappelle que c'est des financements en grande partie publics et pour le coup, il n'y a pas forcément de contrepartie, je dirais, contraignantes qui sont demandées aux propriétaires, en tout cas de contrôle au niveau de la quittance, et peut-être qu'il y a un moyen de voir si effectivement au niveau de la quittance, il n'y aurait pas des contraintes un peu plus conséquentes à demander à ces propriétaires qui bénéficient de financements publics pour rénover effectivement leur logement. Voilà. Alors pour le chèque énergie, alors là, pour le coup, nous, on n'est pas très chaud pour les chèques énergie, mais Jean-Yves le sait déjà. On considère malheureusement, alors c'est une nécessité, mais comme les APL, normalement, on devrait être tous contre les APL, parce que normalement, les APL, effectivement, à partir du moment où on a un loyer, des salaires décents, des revenus décents pour pouvoir payer un loyer décent, on ne devrait même pas avoir besoin d'APL, et c'est, j'oserais dire, quelque chose. L'APL, c'est un peu le visage de la défaite de la politique du logement, pour caricaturer. Et c'est malheureux, mais on est dans une société où la nécessité de l'APL est réelle. Et donc, il faut le revaloriser. Mais l'échec énergie, ça participe de la même chose. C'est une solution ponctuelle. Ce n'est pas une solution structurelle. Et qu'on aura beau donner c'était comme le chèque carburant, c'était comme les différences, c'est des solutions ponctuelles pour résoudre effectivement une problématique ponctuelle, mais ça ne résout pas la solution structurelle. Sur les énergies, on pourrait très bien imaginer que les premiers mètres cubes d'eau ou les premiers kilowattheures d'électricité puissent être gratuits, ou en tout cas à un prix nettement inférieur au prix de consommation habituel, ce qui permettrait une consommation, en tout cas d'alléger la quittance, les charges des consommateurs, et qui puissent effectivement avoir un peu plus d'argent pour payer leur quittance entièrement. Et puis voilà, je pense que j'ai déjà fait quelques... Ah oui, une autre chose, mais je reviendrai dessus par rapport, parce que ça va, c'est une question après, donc je reviendrai dessus après. Alors, je rajouterai un élément sur le souci permanent qu'il faut avoir quand on parle du logement et surtout de la situation des ménages pour pouvoir refuser ou pas ou avoir une difficulté d'accéder. Il faut aussi intégrer non seulement la question du transport, de la distance, logement, travail, mais aussi de tout ce qu'on appelle les équipements publics. Pas seulement pour aller jouer au foot, ou au basket, ou la piscine, mais il faut y intégrer aussi tout ce qui concerne la crèche, l'école, enfin, tous ces éléments-là. Parce que souvent aussi, ça fait partie des difficultés qui apparaissent quand on regarde les choses sur le terrain. Mais tout à l'heure, Alain parlait aussi du parc privé. Il faut aussi dire que, à moins que je me trompe, dans l'apport de l'État, le moindre effort qu'il y a aujourd'hui, le petit effort qu'il fait, mais depuis l'histoire de la subvention, ou du moins de l'aide de l'État dans la question logement, il y a le parc HLM qui reçoit quelque chose, mais il y a le parc privé aussi. Et sans être là pour défendre le parc HLM, ils sont, entre guillemets, plus contraints à apporter des éléments d'explication, à justifier un petit peu ce qu'ils reçoivent. Ce qui n'est pas totalement le cas du parc privé. Donc il faut aussi dans cet effort, pour fluidifier les choses, que le parc privé aussi prenne sa part et participe à cet effort. L'autre point aussi, mais quand on parle de mobilité, mais en fait, derrière ça, c'est quoi? Parce que j'ai entendu il y a quelques années, certaines personnes parler de rente financière. J'ai entendu des choses comme ça, sans intégrer le fait que on joue avec le stock, on ne produit pas, ou du moins on ne produit pas assez de logements locatifs à prix abordable, et on met des artifices pour pouvoir
pousser ceux qui sont aujourd'hui dans le logement. Alors, très souvent, nous savons tous que quand cette façon de faire est menée, c'est parce qu'il n'y a pas une volonté de l'État d'aider à ce que, tant, beaucoup plus pour le parc HLM et puis pour le parc privé, que les choses soient faites pour faire de la production. Parce que nous savons tous que l'effort qui est demandé dans le parc privé pour un locataire est plus conséquent. Et pourquoi? Mais parce que ceux qui peuvent bénéficier du logement HLM très souvent, c'est parce que, comme disait Alain, les revenus ne sont pas là. Le lien est là, le lien est tout fait. Et donc l'État doit pouvoir contribuer et aider, reprendre sa place de l'État qui régule, qui aide, qui est garant pour que chacun puisse avoir sa place dans cette République. On a parlé aussi de l'inflation, de la question du pouvoir d'achat et donc des charges. Moi, j'ai souvenir qu'en 2007, je commençais à amorcer le dossier et là, il y avait la question de l'ouverture du marché de l'énergie. Alors, vous allez me dire pourquoi je parle de ça. Mais parce que c'est lié. Et à l'époque, j'ai porté le dossier et avec d'autres, on a dénoncé cette histoire d'ouverture du marché. Et on expliquait, on alertait à l'époque en disant, les nouveaux arrivants, c'est le domaine de l'énergie en général et en particulier le nucléaire, demande beaucoup de moyens, beaucoup d'investissements. Et les nouveaux entrants, non pas pour être le cocorico, défendre les historiques, mais n'ont pas la volonté ni les moyens de faire l'investissement tant dans la production que pour le reste. Et donc, ils vont rentrer là-dedans pour faire du business. À l'époque, moi qui vous parle, j'ai eu, c'est un traitement assez dur à mon égard. Et pourtant, je n'étais pas contre eux. Je disais juste qu'il y a une réalité qui est là, parce que ce n'est pas une marchandise comme une autre. On nous avait promis que vous allez voir ce que vous allez voir, il y aura des baisses de prix. On nous avait promis que vous allez voir ce que vous allez voir, il y aura une amélioration de la qualité de service. Je ne cite que ces 2 points. Si quelqu'un peut me donner sur ces 2 points ce qu'on a vu de positif pour le consommateur, je prends. Il n'y en a pas. Donc, aujourd'hui, on est rattrapé par les choses où les choses ont flambé. Il y a presque un an, on a eu une réunion avec l'Union sociale pour l'habitat, quand le sujet a commencé à émerger, parce qu'on n'en pouvait plus. Et à l'époque, j'ai eu à dire, enfin, nous, la fois qu'on a dû à dire à cette réunion, que c'est bien tout ce que vous faites là, mais c'est des petits pansements. Ça ne va pas régler le problème de fond. Parce que là où ça se décide, la molécule et toute la pratique économique et politique, c'est pas ici. Tout ce qu'on fait là, c'est des petits pansements. Et on va revenir dans quelques semaines, dans quelques mois, refaire les mêmes réunions. Ça ne va pas régler la question de fond. Parce que là où on est, c'est pas là que ça se passe. Pourquoi je dis ça? Mais tout simplement parce que si on se contente pas, si on se contente de regarder le fait que je pleure parce que j'ai mal, et non pas regarder comment on arrive à cette souffrance, on ne va pas régler le problème de fond. Il y a une question de fond. Après, vous êtes nos élus, nos représentants, comme on dit, représentants du peuple, c'est à vous de porter nos voix et ce qu'on vous dit. L'autre point aussi, on constate de plus en plus les locataires qui, au-delà du fait que moi le premier, j'estime que tout est cher, tout augmente, mais les locataires qui commencent aujourd'hui, alors qu'ils ont l'habitude de se priver de pas mal de choses pour payer leur loyer et les charges, aujourd'hui commencent à faire des grèves pour payer les provisions et les charges. Les locataires commencent à le faire. On a interpellé plusieurs fois les bailleurs là-dessus. Bien sûr qu'ils font ce qu'ils peuvent. Ils n'ont pas de prise, à part quelques-uns qui ont signé des contrats n'importe comment, mais la plupart du temps, ils n'ont pas de prise. L'autre volet, concernant toujours la mobilité, on a eu un échange avec différents bailleurs, notamment avec Action Logement. On les a interpellés sur la question des taux d'intérêt qui sont trop élevés. Et donc, comme ils ont cette politique de vente des logements, où ça en est de tout ça? Puisque les gens n'ont pas de pognon, n'ont plus de sous. Ils nous ont avoué qu'au mois d'août, je crois, ils étaient à moins 12% des ventes. Et qu'en principe, d'ici fin d'année, ils vont arriver autour de moins 20%. Donc tout ça pour dire que la situation est compliquée, est grave. Et donc, à un moment donné, il faut qu'on sorte un peu de cette cartographie comptable et regarder et mettre de l'humain là-dedans. Voilà. Merci.
Merci. Alors, peut-être une précision, parce que je me suis peut-être mal fait comprendre là sur ma question, mais d'abord, sur la mobilité, le sujet n'est pas forcément... Enfin, mon propos n'était pas seulement d'interroger sur la mobilité d'une région à une autre, ou tout ça, c'était surtout sur la question du blocage que génère le fait qu'on chute, que pour des raisons qui ont été décrites, mais vous avez une chute de la mobilité, par exemple, dans le parc social. Bon, il y avait 420 000. Là, on était dans un entretien avec l'USH à l'instant. Il y avait 420 000 attributions par an en 2021 et on aura eu 350 000 en 2022. Et que ça, c'est à l'échelle nationale. Si on ramène ça dans les zones en tension, enfin, si je ramène ça au territoire qui est celui que je connais, moi j'ai présidé un organisme de logement où on faisait 2000 mutations par an. Et enfin, il y avait à peu près 10-11% de gens qui quittaient le patrimoine. Aujourd'hui, on est à 4. Bon. Donc forcément, voilà. Donc, bien évidemment, je connais le débat sur le fait qu'il suffirait de bien gérer le stock pour satisfaire aux besoins. Donc ça, c'est pas du tout le propos. Mais il y a des raisons qui sont intéressantes d'analyser et éventuellement d'y remédier sur le blocage de la mobilité qui est lié principalement à des problèmes financiers, de la capacité à avoir un parcours résidentiel ascendant. Après, je suis d'accord, il ne s'agit pas d'obliger celui qui veut rester locataire du parc social ou celui qui n'a pas le choix ou celui, enfin, il doit pouvoir le faire. Mais enfin, bon, il y a quand même un sujet quand vous avez une telle chute du parcours résidentiel, ça vaut le coup de l'analyser et d'essayer d'y apporter des réponses. Ça ne réglera pas tous les problèmes de logement dans notre pays, mais enfin, c'est quand même un sujet. Après, sur le forfait charge, c'est pas forcément utile sauf si vous le souhaitez, de décrire vos propositions, mais nous serions preneurs, nous, des propositions des organisations sur les aménagements du forfait charge. C'est un vieux débat, personne, on n'y touche pas, mais pourtant, plus il va falloir solvabiliser les ménages, plus la question du forfait charge va se poser, et elle est plus juste, même si je n'oppose pas les deux, mais elle est plus juste que les chèques ponctuels. Bon, donc moi, si vous avez des propositions sur le sujet, je suis preneur. Pareil sur la part. Je sais pas, Jean-Yves Manot disait tout à l'heure, on n'a pas trop de remontée sur l'augmentation de la dette locative. Bon, mais c'est pareil. Je serais assez preneur. Mais c'est pas forcément vous, mais c'est aussi du côté des bailleurs. On les a pas interrogés hier, tout à l'heure là-dessus, mais à communiquer. Ouais, parce que ouais, sur les impayés de loyer, ouais. 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 Ok. Michael, non. Non. Oui, Jacqueline Maquet. Ouais. Bon. C'est bon là? Vous m'entendez? Ouais. Crise sociale, je dirais en attendant la bombe sociale. 2 450 000 demandeurs. Il y a longtemps qu'on n'a pas eu de demande aussi importante en instance de logements sociaux. Je n'oublie pas non plus 330 000 SDF et 2 000 enfants qui, normalement, dorment dehors. Donc, je crois qu'on va vraiment vers la bombe sociale. Vous nous avez donné des pistes. Vous savez que les parlementaires, en ce moment, nous sommes en train de rédiger nos amendements. On va se battre bientôt pour essayer d'obtenir une certaine solution. Nous sommes aussi, pour certains d'entre nous, en train de travailler et réfléchir sur ce qu'on appelle les PPL pour proposer effectivement des projets de loi. Et nous espérons être entendus et écoutés par notre nouveau ministre du Logement pour avancer sur la situation. Donc, moi, ma question
vous avez donné des pistes aussi très intéressantes dont je vais essayer de l'exploiter sur tout ce qui est pouvoir d'achat, hein. De toute façon, le poste logement est le pouvoir d'achat le plus important. Moi, ma question, elle est un peu compliquée, mais je préfère vous la poser, vous me donnerez peut-être des solutions. Que faire à très court terme? Parce que les 2 400 000 demandeurs sont là, les SDF sont là, et les enfants sont dehors. Que faire à très court terme pour relancer la dynamique du logement? Et vous savez tous ici que ça passe par produire. De toute façon, c'est vrai qu'on peut essayer de faire des essais sur le parcours résidentiel, mais s'il n'y a pas d'offres, nous ne pourrons, on sera bloqué, on n'arrivera pas à s'en sortir. Comment vous voyez, vous, ça, en tant que représentant des locataires, pour relancer la production de logements? C'est très difficile. Bon, alors moi, j'ai quelques pistes. Je ne suis pas sûre que je sois écoutée par le gouvernement, mais j'aimerais bien vous entendre sur le sujet. Oui, tout à l'heure, vous parlez de pourquoi le blocage, qu'est-ce qui peut expliquer le fait que... Alors, solution miracle n'existant pas, mais moi, dans ce que j'ai pu constater, il y a certaines difficultés qui se posent, c'est-à-dire que les personnes qui sont en demande de mutation, souvent, vous savez, il y a ce qu'on appelle la caisse commune, et les gens peuvent aujourd'hui discuter, et j'ai un logement plus petit, plus grand. Alors, ça se fait, mais c'est timide. Et donc, les bailleurs, certains jouent le jeu, mais d'autres, c'est compliqué. Donc, il y a peut-être ça aussi comme explication. Il y a une autre explication qui est, je suis dans un logement aujourd'hui, j'ai le mètre carré à, je sais pas, 15 euros, 30 euros, enfin, peu importe. On me propose un nouveau logement, mais le mètre carré est plus cher. Et souvent même plus petit. Alors, il y a aussi ces éléments de blocage qui font que les gens, souvent, refusent. Il y a aussi un autre aspect. Alors, apparemment, c'est un bailleur. Avant, ils avaient la main sur la gestion de tout le patrimoine, que ce soit de ce qui concerne les réservataires. Or, le temps passant, avec les différents textes de loi, les millefeuilles juridiques, il y a certains bailleurs qui vous disent j'ai plus de prise, j'ai plus la main. Parce que ça, c'est le contingent de Dupont, de ceci, de cela, dont j'ai plus la main. Donc, je pense que tous ces éléments bout à bout peuvent aussi expliquer... pas totalement, mais peuvent aussi expliquer le fait que on constate un blocage, du moins un tassement comment on appelle, de la mobilité, c'est ça. Alors, à votre question, madame, question complexe, compliquée. La difficulté, elle est là. Il faut produire. Il faut plus de logements, on est d'accord. D'abord, plus de logements, oui. Plus de logements abordables, oui. Sauf que la plupart, depuis pas mal d'années, j'entends le discours qui est plutôt de produire des logements intermédiaires. Or, les gens sont plus pauvres, moins de revenus, moins de ressources. Et donc, si on fait que de l'intermédiaire, ça ne peut pas forcément régler tout le problème. Il y a donc ce premier problème. Mais il y a aussi l'autre problème qui est, on s'est battu depuis pas mal de temps, où on demandait aussi que la production, c'est pas seulement, il y a un foncier plat, on vient, on construit. Ça peut aussi être de la transformation. Il y a eu plusieurs textes qui ont amené à faire évoluer les bureaux en logement, des choses comme ça, à modifier un 5 pièces en 2 pièces, en 3 pièces, enfin bref, tout ça. Il y a... c'est des petites choses bout à bout qui peuvent faire. Mais la solution, à mon avis, comme ça, je ne la vois pas, sauf à dire il faut qu'à un moment donné, l'État puisse prendre sa part en tant que responsable qui doit réguler la chose et donc y mettre les moyens qui vont avec. Relancer la construction. D'abord, maîtriser le prix du foncier. C'est quand même
le plus important, parce qu'après, au-dessus, je dirais que ça soit dans les métropoles, le coût de construction est à peu près le même, etc. Donc le prix du foncier est absolument essentiel. Et si on baisse, enfin, si on maîtrise le prix du foncier, alors comment et pourquoi, vous allez me dire, un propriétaire privé, s'il décide de vendre son espace ou sa construction qui sera transformée en logement, il en espère le plus. Mais je crois que les promoteurs ont une grosse responsabilité sur l'augmentation du prix du foncier dans ce pays. À partir du moment où ils étaient, dans la mesure où, y compris dans les zones tendues, le calcul était simple. Si je vends à 6 000 € le mètre carré, j'ai un potentiel de clientèle dans un environnement donné de temps, donc j'y vais. Je propose du foncier pour acquérir l'espace et jusqu'à 10 000 € le mètre carré dans les zones tendues. Comme Paris, 15 000, 16 000, 22 000 € le mètre carré de dernier étage. J'ai tout connu. Donc, bien évidemment, il faut maîtriser le foncier. Deuxièmement, les maires ont une capacité d'initiative à travers les PLU de transformer la ville sur la ville, à travers les réserves. Bon, à Paris, on a fait ça, notamment, je vous donne quelques exemples, sur les garages de voitures, les concessions automobiles. Et on a mis dans les réserves 50% de logement social, 50% de logement privé. Et ça, sur une analyse. Et la ville se transforme beaucoup plus vite qu'on ne l'imaginait. Et en 6 ans, j'ai fait du logement social dans le 16e arrondissement, rue de la Pompe et avenue Mozart, avec des transformations grâce aux réserves inscrites dans le PLU. Ces espaces-là. Et ce n'est pas... on n'impose rien, bien évidemment, mais si jamais le propriétaire veut vendre, il sait que ça sera forcément du logement social, un équipement public et du logement privé. C'est défini. Donc, c'est à la marge, mais ça compte dans une surface... voilà. Donc, et après, je pense que pour relancer la construction, il ne faut pas repartir sur les Pinel, etc., où l'État a dépensé beaucoup d'argent, jusqu'à 60 000 € de subventions aux propriétaires individuels. Et quand on compare la part d'aide à la pierre sur le logement social, sans commentaire, c'est un facteur de hausse du prix du foncier et du prix de l'immobilier, à hauteur de 20%. Sur une qualité lamentable, dans un lieu où il n'y avait pas besoin, etc., etc. Donc on a tout faux depuis des années, la Cour des comptes, mais au moins une position positive, on arrête. Même si la Fédération du bâtiment, j'imagine, et les promoteurs disent « Ah non, on a encore besoin, quoi. En période de crise, non, il faut pas y aller, quoi. Sinon ça repart à la hausse. » Voilà, donc après, une politique publique, c'est les moyens financiers. Et donc, tant que l'État ne mettrait pas directement de l'aide à la pierre pour construire du logement social, moi je veux bien qu'aujourd'hui la décision de baisser la TVA sur le PLI, je crois, c'est ça, alors que... Non, mais sur le plus, non. C'est une revendication de l'USH à 5,5, mais pourquoi le plus aurait une TVA équivalente au PLI? C'est une incohérence totale. Donc, je pense que les bailleurs sociaux construiraient du plus qui correspond au besoin de catégorie de financement des locataires, etc. Donc, voilà, on en est là. Alors, certains disent, mais le marché va se réguler tout seul. Alors, moins 1%, moins 2%, sur des prix absolument astronomiques, on voit bien que le marché ne va pas relancer l'accession à la propriété par
un ascenseur social possible, y compris des locataires HLM. Donc, il n'y a pas de miracle, ça sera long, mais une volonté politique affirmée avec des moyens financiers. Mais c'est sûr que parallèlement, il faut trouver des textes de loi, et je n'ai pas la solution sur la maîtrise du foncier. Ça, c'est clair. Et ça, alors, bon, dans le passé, enfin, on a entendu tout et n'importe quoi, y compris les ministres et le président de la République, ou le Premier ministre à l'époque, qui était, ah oui, non, mais si on construit plus, le prix du foncier, le coût du foncier dans la construction baisse. Non, c'est une aberration. Le prix du foncier est lié à la constructibilité. Et donc, plus on construit, plus le prix du foncier est cher. Donc, enfin, voilà. Donc, peut-être il faut, je sais pas, trouver des blocages, etc., etc. Mais qui pourront potentiellement, ou alors il y a des décisions drastiques de zones d'aménagement économique passant sur toute la réglementation, etc., où l'État impose la constructibilité de tel territoire. On sait bien le faire pour les Jeux Olympiques. Et est-ce que, d'ailleurs, je reprends les propos du nouveau ministre du Logement, mais le logement était aussi une propriété nationale. Il faut donc trouver des moyens adéquats pour débloquer la situation. Donc, si on a un soutien du ministre, je ne sais pas si ça suffira, mais enfin, voilà. Enfin, sur le foncier, il y a un immense... Alors, on aura du mal. On ne peut pas ne pas l'aborder puisque c'est la matière première de la production du logement. Et on sait que quand les matières premières flambent, le reste flambe. Mais bon, il y a des mesures de long terme et il y a des mesures de court terme. Déjà, ne serait-ce que, ça a été évoqué tout à l'heure dans l'audition précédente, mais on a maintenant un territoire national qui est quasiment couvert dans tous les départements par des établissements publics fonciers. Ça a été une politique délibérée il y a maintenant quelques années de ça. Mais encore faut-il que ces établissements publics fonciers aient des orientations en matière de régulation des prix, parce que c'est pas parce que vous maîtrisez le foncier que vous régulez les prix. Et on voit par exemple dans certains endroits que les établissements publics fonciers maîtrisent pour la collectivité ou pour les collectivités le foncier, mais accompagnent la hausse des prix. Le plus grand gâchis, à mes yeux, ayant été la Société du Grand Paris et les 70 gares de métro qui vont sortir de terre dans les années qui viennent, autour desquelles il va se faire, si les chiffres de la Société du Grand Paris sont exacts, ils doivent l'être, environ 300 000 logements, mais sans aucune régulation de prix, puisque l'équilibre financier du métro se fait par la vente des charges foncières. Donc, du coup, on aura très peu de logements sociaux, très peu de logements HLM, très peu de logements abordables. Et donc, enfin bon, bref, donc l'intervention publique sur le foncier existe, mais n'est pas toujours vertueuse. Donc déjà, si on pouvait s'appuyer sur les outils existants pour les rendre un peu plus vertueux, un peu plus régulatrices, ça réglerait pas tout, mais enfin, ça aiderait un peu. Je suis désolé de mettre mon grain de sel, mais c'est un sujet qui me tient à cœur. Oui, mais je vais me permettre de répondre, parce qu'en plus, c'est une question en deux temps, parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la production de logements sociaux, et il y a aussi la notion de court terme. Oui, mais il y a aussi, pour le coup, il y a la notion de court terme aussi qui est importante, parce que, et mes collègues l'ont bien rappelé, la problématique du logement social, c'est sur du temps long. Et on le sait tous, c'est du temps long. Le temps de décider d'une politique, le temps de la réalisation de cette politique, on se retrouve sur des années. Mais comme l'a dit Alain tout à l'heure, déjà la première chose, c'est peut-être de reconsidérer l'idée que
nous devons construire du logement social et très social. C'est-à-dire que 78% de la population peut entrer dans du logement social et très social. Pourquoi commencer ou continuer ou développer effectivement la construction de logements intermédiaires, pensant que les classes moyennes, et encore faudrait maintenant là, dans notre société actuelle, me caractériser qui sont les classes moyennes. Parce que moi, un couple d'instituteurs ne rentre pas dans du logement intermédiaire. On ne les accepte pas. On le voit, nous, dans nos commissions d'attribution, même des gens qui ont des salaires décents, je vais le dire comme ça, ne peuvent pas forcément rentrer dans le logement intermédiaire. Par contre, ils peuvent rentrer dans du logement social, mais on ne les accepte pas forcément parce qu'on considère que c'est des gens plus pauvres qui doivent y accéder. On est à ce niveau-là de traitement dans les commissions d'attribution, en tout cas dans celles que nous vivons. Donc effectivement, il faut peut-être déjà reconsidérer ce que nous devons construire. Donc du logement social et très social, effectivement, pour une très grande majorité de la population. Et arrêter de penser que le logement intermédiaire est l'avenir de la production telle qu'elle est. Sur le foncier, on est tous d'accord, et j'allais justement parler des gares du Grand Paris, parce qu'il se trouve que je suis Val-de-Marnais et Vitrio, donc il y a une gare qui est en train de se construire par ailleurs, et on voit que s'il y avait eu une régulation nettement plus conséquente du foncier, on serait peut-être pas forcément, comme l'a dit à juste titre monsieur le député, dans cette situation-là, mais c'est quelque chose qui est fondamental, ce foncier. C'est-à-dire qu'on puisse dissocier le foncier, et d'ailleurs une de vos questions, c'est le bail réel solidaire, qui est quand même un outil qui peut être un outil en devenir, d'essayer de dissocier effectivement le foncier du bâti, est quelque chose de fondamental, d'autant plus que, alors là après c'est peut-être à titre personnel, mais je considère que la terre ne devrait pas être une propriété privée. Autant le bâti, je peux le comprendre et l'entendre, mais la terre elle-même, le sol, pourrait être pour le coup un bien commun, ce qui faciliterait beaucoup de choses à mon sens. Mais là, je dépasse le cadre effectivement de cette mission. Mais voilà, c'était que le bail réel solidaire, je pense que c'est un outil en devenir qui mérite d'être développé pour répondre à une des questions. C'était la dernière. Entièrement d'accord aussi avec Jean-Yves, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les niches fiscales, notamment le Pinel, mais bon, j'ai compris que le Pinel avait très peu d'avenir, donc c'est plutôt pas mal. Mais les niches fiscales, il faut revoir ça. Il y en a en plus pour le logement social, je crois qu'il y en a une 60aine au total, ce qui est quand même assez conséquent. Pour le logement, pardon, excuse-moi. Pour le logement, donc c'est assez conséquent. Il faut un peu dépoussiérer tout ça, effectivement, pour revoir ça. Un développement peut-être des chartes pour les promoteurs. C'est-à-dire qu'il y a des villes qui font des chartes afin de réguler effectivement le travail des promoteurs sur leur territoire. C'est quelque chose qui pourrait peut-être être systématisé, alors pas forcément peut-être au niveau des villes d'ailleurs, peut-être au niveau des EPT ou des EPCI. En tout cas, c'est une piste qui peut être creusée. Alors un cheval de bataille, surtout pour moi, parce qu'en plus la CNL du Val-de-Marne en a subi les conséquences, c'est l'application et le respect de la loi SRU. Alors je ne vais pas prendre Saint-Maur, excusez-moi, parce qu'on prend toujours systématiquement Saint-Maur comme un mauvais exemple. Je prendrai d'autres villes du Val-de-Marne, mais c'est symptomatique, parce que ces maires en font une revendication politique, de dire qu'on ne construit pas de logement social, et en plus quand ils viennent nous voir, ils nous disent clairement nous n'avons plus de foncier. Sauf que quand vous vous baladez dans leur ville, vous voyez énormément de construction, mais ce n'est pas du logement social, c'est de la promotion privée. Et à un moment donné, il faut peut-être effectivement avoir des contraintes un peu plus fortes au-delà des amendes pour que la loi SRU soit respectée. Alors après, j'entends qu'il puisse y avoir des considérations régionales ou départementales, parce qu'effectivement, obliger une ville où il n'y a pas de nécessité d'avoir du logement, parce qu'il n'y a pas de travail, quand je reviens à ce que je disais, pas de travail, pas de transport, donc il n'y a personne, il y a une désertification, ça peut s'entendre qu'effectivement l'obligation n'est pas une contrainte. Mais dans des zones tendues, il est bien évident que la question se pose. Et puis il y a deux autres choses. On a parlé un peu brièvement des logements vacants, il y en a à peu près 3 millions, je crois, en France. Alors certes, tous ne sont pas à disponibilité et à possibilité d'être réutilisés, mais il y en a quand même quelques-uns. Et là, pour le coup, il y a peut-être un travail à faire, effectivement, pour que ces logements vacants soient remis sur le marché, quitte à ce que ça soit récupéré par les bailleurs sociaux,
afin d'en faire du logement social, si effectivement leur propriétaire privé ne daigne pas, alors qu'il pourrait être loué, ne daigne pas le faire parce que pour X raisons qui mériteraient d'être développées. Et puis allons plus loin. Alors là, c'est peut-être le côté CNL, hein, mais il y a, ne serait-ce que sur l'Île-de-France, il y a à peu près 4 millions de mètres carrés de bureaux qui sont vacants. On sait combien depuis le Covid, le travail en bureau a considérablement modifié, puisque effectivement le télétravail s'est développé. Alors certes, il y a une tendance maintenant actuellement aux gens à revenir dans les bureaux parce qu'il y a l'envie légitime de retravailler en collectivité avec l'ensemble de ses collègues. Mais tous ces bureaux vides qui restent vides mériteraient peut-être une attention un peu plus particulière afin qu'ils soient, alors pour ceux qui peuvent être effectivement modulés en logement quelconque. En plus, je sais qu'il y a maintenant les architectes et il y a quelques projets qui commencent à émerger où on crée des bureaux mais modulables et qui peuvent être transformés effectivement par si nécessité en logement. Et c'est quelque chose qui, alors là pour le coup, qui est sur le long terme, mais qui mériterait effectivement d'avoir une approche et en tout cas une attention particulière de ces espaces qui peuvent être modulés en fonction de l'activité que nous souhaitons y apporter. Et je voulais revenir sur, parce que tout à l'heure on a parlé de la mobilité, quelque chose que j'ai oublié de dire, mais parce qu'il y a aussi cette problématique, on parlait de la personne qui est par exemple dans un F4 et qu'on pourrait effectivement reloger dans un F2 parce qu'elle est seule. Sauf que beaucoup de bailleurs encore ne pratiquent pas le prix au mètre carré. Ce qui veut dire que quelqu'un qui est, alors je dis des chiffres fantaisistes, mais c'est pour illustrer, quelqu'un qui se retrouve dans un F4 à 500 € de la quittance, à qui on propose d'aller dans un F2 légitimement, mais le F2 on lui propose à 700 €, vous pouvez comprendre que le locataire ne soit pas très enclin à déménager dans un logement plus petit si on lui propose plus cher. Donc le prix au mètre carré peut être intéressant. Il y a quelque chose à systématiser, ce qui n'est pas le cas chez les bailleurs. Hein. Je peux vous dire qu'il y a encore beaucoup de bailleurs qui ne le pratiquent pas, bien entendu. Et puis, pour la mobilité, alors ça, c'est une question, enfin, c'est pas une revendication, mais c'est une interrogation ou une remarque ou une suggestion ou, je sais pas, une réflexion que je lance. C'est aussi le problème des réservataires. Enfin, le problème, pas pour moi, c'est pas forcément un problème, mais on a beaucoup de locataires qui nous disent « Moi, je souhaiterais déménager, mais il y a un logement en face de chez moi. » Je ne comprends pas pourquoi le bailleur ne me le propose pas. Et on a beau leur expliquer, mais vous savez, ce n'est pas forcément le même réservataire, parce que ce réservataire-là, c'est la mairie ou c'est la préfecture ou je ne sais trop quoi. Et donc, vous n'avez pas la possibilité d'en profiter, parce que vous ne participez pas du même réservataire. Les locataires, dans leur ensemble, ne comprennent pas ce système. Je ne dis pas qu'il faut revenir dessus, parce que les réservataires, pour le coup, c'est aussi des financeurs. Mais il y a peut-être un axe de réflexion à avoir sur la fluidité du parcours résidentiel, en tout cas dans le logement social. Je n'ai pas de solution, je n'ai pas de réponse, mais alors peut-être que vous en avez vous, mais en tout cas pour l'instant c'est une piste de réflexion que je n'ai, mais que je n'ai pas encore abouti en termes de revendication. Voilà. Je vais parler sur le logement vacant. Avec, bon, d'abord, je pense que les chiffres sont très contestables. Je veux dire, franchement, il y en a, mais beaucoup moins qu'à une certaine époque. Je les ai cherchés à Paris et je ne les ai pas trouvés en proportion de ce qu'on nous annonçait. Pourtant, il y a deux mesures à prendre. C'est que potentiellement garantir le paiement du loyer à un propriétaire qui n'a pas forcément besoin financièrement du revenu, etc. Et puis les locataires, c'est un ennui, etc. Et donc, on a fait à Paris la mobilisation d'un parc à l'époque à 18 € le mètre carré, propriétaire privé, garanti par... on loue à une association qui potentiellement est garant du paiement du loyer, etc., etc., et de la remise en état du logement. Donc, c'est compliqué, mais ça existe, ça marche. Il faut simplement garantir que potentiellement, on aura un logement social classique si jamais le propriétaire veut récupérer son bien. Pardon ?
oui, bien sûr. OK. Deuxième possibilité, aider les propriétaires à faire des travaux. Car souvent pas aux normes, etc. Et en plus, avec les réglementations actuelles, ça va être plus compliqué. Mais potentiellement, je prends un exemple qui a été exercé en Angleterre. Le bailleur social fait les travaux, il se paye sur le montant du loyer, puisque c'est lui qui est attributaire de logement, et une fois qu'il a amorti les travaux plus les frais de gestion, il rend le logement au propriétaire. Bon, je crois que c'est un milliard de gamme que ça existe, ça a existé, mais pourquoi pas? Enfin, parce que les travaux coûtent très très cher, et c'est pas parce qu'on est propriétaire qu'on a disponibilité financière pour investir. Et donc, c'est peut-être une possibilité à favoriser, etc. Alors c'est point par point, enfin, c'est un travail de dentelle. Bon, il faudrait encore que la CNIL ne bloque pas les fichiers de logements vacants, puisque à une certaine époque, j'ai été convoqué à la CNIL parce que nous étions mairie de Paris, on nous avait envoyé un courrier, et on prenait contact avec les propriétaires, dont la liste des logements vacants est connue et à disposition des municipalités, mais on ne peut rien en faire. Donc, et nous prenions l'idée. Alors, on envoyait un courrier, mais on n'avait pas le droit de les contacter. Enfin, c'est aberrant, mais bien évidemment, enfin, j'ai été plaidé à la CNIL sur cette affaire. C'est aberrant, mais bon, enfin, c'est des détails, mais qui potentiellement enlèvent les capacités d'initiative des municipalités. Voilà, sur la mobilisation du logement vacant. Je donne deux exemples du vécu que j'ai eu, et que potentiellement cette histoire de transférer provisoirement la gestion et les frais un bailleur social me semble-t-il une bonne chose. Évidemment, ce n'est pas un organisme qui a 150 000 ou 200 000 logements qui peut gérer ça. C'est des structures adaptées, voilà, ça va un peu à l'encontre de la densification et du rassemblement des organismes, parce que ça, c'est pas possible. Ça leur pèse trop lourd, enfin, etc. Ils n'ont pas le personnel adéquat. Mais voilà, on peut créer peut-être que sociétés adéquates, adaptées à ce genre de choses. Bon. OK, merci. Une dernière question, parce qu'on va être obligé d'arrêter. Enfin, une dernière réponse. Pour enrichir encore la réflexion sur comment produire rapidement et à court terme, il y a tout ce qu'on vous a dit déjà, mais il y a aussi un point sur la question des normes. Parce que souvent, ce qui est dit et critiqué par ceux qui produisent disent il y a trop de normes, on ne s'en sort plus, on n'a pas de visibilité. Enfin, il y a ce point-là. Il y a aussi une question que j'allais vous poser, c'est il y a quelques années, nous avions le livret A qui était centralisé à la CDC. Et ça a été débloqué pour pouvoir faciliter la distribution par les autres établissements financiers. Là aussi, est-ce qu'il n'y a pas une marge de manœuvre là-dessus ? Qui sont sur le livret A, le logement social n'est pas pénalisé dans l'utilisation du livret A. Le taux, c'est une autre chose, mais la mobilisation en masse du crédit, enfin des emprunts de logements sociaux ne sont pas gênés par l'élargissement. On a même parlé que le livret A pouvait financer les centrales nucléaires et je ne sais quoi. Enfin bon, objectivement, ce n'est pas un problème, quoi.
Excusez-moi, je me suis mal exprimé. Ce que je parlais de la décentralisation de la chose auprès des autres établissements financiers. Et non pas la centralisation au sein de la CDC. C'est une question que je posais. Bon, pour l'instant, moi, je n'ai pas vent de ça. Il y a déjà eu l'ouverture de la collecte du livret A par le secteur bancaire. Bon, ça date d'il y a plusieurs années. La rémunération du secteur bancaire sur le livret A est prête à discussion. Mais enfin bon, cela étant, c'est pas... voilà, enfin, moi je ne toucherai pas trop au débat sur les livrets A et caisses des dépôts parce que pour l'instant c'est un sujet qui est relativement bien sanctuarisé, bien fléché, bien centralisé par la Banque des Territoires. Bon, enfin, voilà. Après, on peut toujours discuter d'un sujet, mais qui, à mon avis, est... Il y a toujours une contradiction. En contrepartie des prêts longs, vous avez un taux variable, enfin un variable adossé au taux du livret A. Forcément, si vous avez un taux fixe, vous n'aurez pas la même longueur de prêt. Donc, je pense que, bon, globalement, c'est un des piliers du modèle social. Voilà, enfin, en fait, si on regarde les trois piliers historiques du logement social, c'est-à-dire la collecte du 1%, enfin, de la participation des employeurs, le livret A, enfin l'épargne populaire, et le financement public, le pilier défaillant, c'est le financement public. Hein, et le rétrécissement du périmètre des employeurs, enfin de la contribution employeur, puisqu'on était aux salariés. Non, oui, 0,43. Oui, non, mais je parlais même pas de ça. Je parlais du. Oui, non, mais enfin, parce qu'il y a une partie qui va financer les APL, une partie qui va financer la production. Non, c'est qu'avant, c'était les entreprises de plus de 10, après, ça a été plus de 20, maintenant, c'est plus de 50 salariés. Donc, voilà. Donc là, il y a un sujet pour rétablir une assiette de la participation des employeurs au logement qui soit plus large. Je me suis mal exprimé. Je n'ai pas dit qu'il fallait remettre en cause la centralisation de la CDC. Je suis pour la centralisation de la CDC. Moi, je posais juste la question de l'efficience, du fait de décentraliser, de sortir la centralisation de la CDC pour donner l'outil aux autres établissements financiers. C'est tout ce que je dis. Aujourd'hui... Mais à ma connaissance, ce n'est pas à l'ordre du jour. Oui, et ce n'est pas non plus à l'ordre du jour des réflexions qu'il y a sur la décentralisation de la politique du logement. Enfin, je ne crois pas. Mais... Non, ce que je veux dire, enfin, je m'exprime une fois de plus, je m'exprime mal. Ce que je veux dire, c'est que on nous avait vendu l'efficience de la chose, à aujourd'hui, on ne nous l'a pas apporté. C'est tout ce que je dis. C'est tout. Je suis pour la centralisation à la CDC. D'accord. Non, mais... Bon, merci beaucoup. Surtout, ce qu'on aimerait, c'est que vous puissiez compléter cette audition par, si vous en avez, des documents qui puissent nous aider. Je pense vos propositions sur le forfait charge, les propositions et vos réflexions, à payer de loyer, enfin, par du logement, le pouvoir d'achat, pas seulement du logement social, hein, d'ailleurs, hein, parce que le problème, le champ de la mission n'est pas que sur le logement social. Merci.